Ma mère n'a jamais aimé les Français. Elle dit les Français ne savent rien faire. Si ce n'est pas pour porter un pantalon bleu marine, une chemise blanche et une cravate noire. C'est ce que ma mère me disait toujours. Parce qu'elle était avec mon père, un anglophone, il bossait dur et les Français étaient là en train de manger, s'asseoir à table, passer 2 heures, 2h30 en train de manger, boire, raconter de tout, de rien, alors que mon père lui travaillait. Nous devons tout faire, chers Ivoiriens, Ivoiriennes, pour se mettre ensemble. Il y a 2 semaines, on a vu une alliance de 14 et on n'a pas vu le PPAC. Je n'ai rien dit, il fallait aller à la source. Cette alliance-là, le PPACI ne peut pas rentrer dedans de sitôt. Parce que dans cette alliance, il y a des scorpions, il y a des serpents, il y a des cobras, il y a des crotales. Vous connaissez crotal? C'est le serpent venimeux du désert. Il y a tout dedans, il faut faire très attention. Et le président Laurent Gbagbo en sait quelque chose. Je vous ai toujours dit ici, le président Coran Bédié était au cœur de la politique du RHDP. Il a tout entendu, il sait tout. Voici pourquoi il l'a éliminé. Et il a fait son briefing au président Laurent Gbagbo. Il sait tout. Toutes les gesticulations des gens, des femmes, des hommes qui sont dans ces choses-là. Le président Gbagbo est au courant de tout. Et si le président Laurent Gbagbo, le PPACI doit être avec eux, le président Gbagbo n'a aucun problème avec Thiam. Ça, je vous le dis. Il n'a aucun problème avec Thiam. Ce que les gens racontent, en fait, ce sont des histoires. Le président Laurent Gbagbo n'a aucun problème avec Thiam. De toute façon, le président Laurent Gbagbo n'a aucune famille avec la famille Thiam. Il a même nommé un grand frère de choses, Thiam comme ministre. L'autre qui s'est fait défenseur du RRDR, aujourd'hui lui-même, il ne sait même plus où va mettre son pied. Et c'est pour cela que je dis toujours, j'aime la politique. Parce que tout ce que tu fais va te rattraper un jour. Tout ce que tu dis va te rattraper un jour en politique. Donc, pour le moment, le président observe toutes ces agitations, d'autres voient la télévision pour demander par exemple, mais il faut aller chez lui là-bas. Va chez lui. Arrive devant la porte du président Laurent Gbagbo et puis il faut taper. C'est qui? C'est moi, Yahoo Yahoo. Tu viens faire quoi? Je viens demander pardon à Gbagbo. On te laisse rentrer. Et puis vous allez discuter homme à homme. Gbagbo va te révéler toutes tes manigances. Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire. Il a des services secrets. Il a des amis qui sont partout. En politique, quelquefois, tes pires ennemis sont tes meilleurs amis. C'est-à-dire, dans le public, ce sont tes pires ennemis. Mais la nuit, c'est qu'il vient te dire, pardon, c'est comme ça, hein. C'est ce qu'il prévoit, c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce qu'il veut. C'est ça la politique aussi. C'est ça que j'appelle être au cœur de la politique. Aujourd'hui, disons-nous la vérité, dans la classe politique ivoirienne,
Je vois deux personnes et je souhaite que les deux là soient sur un même ticket pour le 25 octobre. Vous voyez, des fois, les gens accusent Boigny d'avoir été à la sorte de l'impérialisme. Boigny a été député. Boigny a été ministre dans des différents gouvernements de la France au moment où la France avait tous les problèmes. C'est-à-dire, en l'espace même de 1 à 2 ans, la France a connu 5 gouvernements. Et Boigny était là. Boigny connaît. Il savait qu'il n'avait pas les terrains solides pour une jeune nation comme la Côte d'Ivoire en 1960 de lutter contre la France. C'est pas possible. Même si la France n'a jamais gagné une guerre, la Côte d'Ivoire était très divisée, je vous le dis toujours. J'avais mon professeur de religion au séminaire qui nous disait que vraiment, ces pays-là, on ne savait jamais que ces pays-là, les gens allaient s'entendre, que les gens allaient se mettre ensemble et il faut remercier au fouet. C'est grâce à lui, c'est lui qui a été capable, un vieux prêtre, il était le directeur du séminaire et il était mon professeur de religion, notre professeur de religion. Il dit, c'est au fouet, ces pays que vous voyez là, et nous sommes aujourd'hui ensemble. Personne ne pensait que les Ivoiriens allaient être une fois ensemble. C'est grâce à Okoboy qu'on est aujourd'hui ensemble. Donc, avec toute cette disparité, ces divisions politiques et autres, Okoboy ne pouvait pas affronter la France. Sékou Touré a dit non. Sékou Touré avait raison de le dire. Mais regardez ce que la France a fait. La France, les Français ont détruit tout en Guinée. Même les poussins qu'ils élevaient, ils ont tué les poussins. Même les poussins, ils ont tué. Et la France est partie de la Guinée-Conakry avec ces Libanais qui sont venus remplir en Côte d'Ivoire. Dans les années 70, il y avait 1 million de Libanais en Côte d'Ivoire. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. La plupart des premiers Libanais qui sont arrivés en Côte d'Ivoire sont venus de la Guinée. Quand nous, on était enfants, des produits de nos parents là, c'était des Syriens. Des Syriens. C'est eux qui avaient les boutiques. Et les Libanais sont venus, ils ont tout pris. C'est la France qui a débarqué, qui est venu avec tous ces Libanais-là, remplis la Côte d'Ivoire. Le feu ne pourrait pas affronter. Olympio, au Togo, a été assassiné par Elia Dema pour $1, pour $1. Vous pensez que c'est amusement? Mais c'est la vérité. Pour $1. Et quand il a tué Olympio, l'Amérique lui a donné, la CIA lui a donné ce $1 qui est devenu pour lui, comment ça s'appelle, un symbole. Je vous dis la vérité. Ils ont manipulé, comment ça s'appelle, le bras droit de Patrice Lumumba qui était Mobutu. Ils ont massacré. Sur ordre du directeur de la CIA qui n'était que Père Bush, ils ont massacré M. Lumumba.
Ils en ont massacré plein en Afrique. Houphouët-Boigny était obligé de plier l'Échine. Mais quand, à un moment donné, parce que Houphouët-Boigny voulait relever les défis, et il a relevé les défis. De 60 en 77, 17 ans après, la Côte d'Ivoire était devenue le pays phare de l'Afrique. La Côte d'Ivoire était devenue un pays en voie de développement. Ce qu'aujourd'hui on appelle émergence. Et c'était une vraie émergence. Parce qu'on soignait les Ivoiriens dans les hôpitaux. L'école était gratuite. Nous, à la rentrée scolaire, le maître vient, il désigne 2, 3 élèves. On travaille à la librairie de l'école primaire pour ramasser les livres, pour venir distribuer aux enfants. On nous donnait les crayons, on nous donnait les porte-plumes. Moi, j'ai écrit avec porte-plume. On avait les encriers, c'est-à-dire sur les tables, vous avez des petits trous là. 3 trous. Et les élèves, ceux qui étaient un peu baraqués, c'est eux qui viennent et qui remplissent les encriers. C'est après ça que le bic est venu. Vous l'avez écrit avec porte-plume. On avait les cahiers, cadeaux. Ça, c'était au début de l'indépendance avec Houphouët-Boigny. On était devant la Corée du Nord, on était devant la Corée du Sud, on était devant le Pakistan, on était devant Taïwan, on était devant, comment ça s'appelle, en 1980, on était sur le même pied d'égalité, on était au même niveau que la Chine, en 1980. On dit émergence, pays en voie de développement. Ce n'est pas votre émergence fou-fafou, où on ne peut même pas guérir quelqu'un, où on fait cotiser quelqu'un pour payer une assurance et il va à l'hôpital, on n'est pas capable de poser un bon diagnostic si ce n'est pas pour donner à la fin la carte de visite pour dire, trouve-moi dans cette clinique, là-bas on a tout le matériel, on pourra bien te soigner, mais si tu veux rester ici, tu vas mourir. C'est ça l'hôpital de Draman Ouattara. Et c'est ça là, vous parlez de deuxième miracle ivoirien, mais vous êtes malade, vous êtes fou, vous êtes des imbéciles heureux. Vous pouvez accepter ça. Mais quand Houphouët a porté la Côte d'Ivoire au sommet, tout le monde venait s'inspirer en Côte d'Ivoire. Les pays asiatiques venaient s'inspirer du développement de la Côte d'Ivoire. L'Indonésie. La Malaisie n'existait pas. En 1980, il n'avait pas de Malaisie. Non pas parce que physiquement, ça n'existait pas. C'est là, Docteur Miracle, en 1980, vu le développement de la Côte d'Ivoire qui inspirait le Pakistan, la Corée du Sud, la Corée du Nord, comment ça s'appelle, l'Indonésie, l'Inde, comment ça s'appelle, et égalité avec la Chine. C'est ça, Docteur Miracle en Malaisie a dit, OK, il donne 20 ans à l'horizon 2020, à l'horizon 2020, ce pays doit être émergent. Parce qu'en 1980, le terme émergent, avant 1980, le terme émergent était destiné, était scientifique, c'est-à-dire les métaux qui se transforment en chimie, en physique. C'est ça l'émergence, ce n'était pas économique. C'est après 80 qu'on a parlé d'émergence en économie. Et c'est là, Docteur Miracle a dit, à l'horizon 2020, il veut avoir son pays émergent. Et il n'a pas dormi. Il est venu recruter les gens, dont un Camerounais. Il est venu le débaucher à la Banque mondiale. Il dit bien, tu vas aider mon pays à être émergent. Un Camerounais.
Aujourd'hui, la Malaisie a dépassé n'importe quel pays de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, quand tu réussis en Afrique, on dit Rwanda est devenu la Malaisie d'Afrique. Mais quand on parle de l'émergence, ce n'est pas une affaire d'infrastructure seulement. Ce n'est pas la beauté seulement. C'est le bien-être qu'on apporte aux populations. C'est ça, on parle d'émergence. Nous, en Côte d'Ivoire, on a une émergence où les gens sont gravement malades, les gens sont des incultes, les gens sont dans la faim. C'est pas émergence, ça. Quand il y avait émergence en Côte d'Ivoire, on transportait les étudiants avec des bus spéciaux. La France ne faisait pas ce que l'Amérique ne faisait pas, ce que la Chine ne faisait pas. On faisait ça en Côte d'Ivoire. Votre émergence fou, nyamfou, là, c'est ça, vous allez venir parler devant l'homme. Et Oufo-Boye a dit une chose très importante. Je cherche la vidéo pour pouvoir vous. Il dit qu'il était là, assis là, et puis, comment ça s'appelle Mitterrand était assis à sa gauche. Et il a parlé longuement, Oufo-Boye. Et c'est là il a dit la fameuse phrase découragement n'est pas ivoirien. Il a dit si les Français, impossible n'est pas français, découragement n'est pas ivoirien. Et il a dit ne vous découragez pas. Que la terre sur laquelle a des milliards d'années qu'on ne juge pas au départ et que le développement ne s'arrête pas, ça continue. Et que les Ivoiriens ne doivent pas se décourager. Que pour le moment, il faut apprendre, ils n'ont qu'à s'instruire. Il faut instruire les élèves. Il faut instruire les Ivoiriens pour que les Ivoiriens puissent courir à égal avec les ressortissants des grandes puissances. C'est ce que Fouboyan dit. Et ça, c'est très capital. Il faut miser sur l'école ivoirienne jusqu'à venir instaurer Zoom dans les années 70 à Côte d'Ivoire. 74, oui. Ce qu'on appelle Zoom aujourd'hui, là. Où a fait ça en Côte d'Ivoire? Le Canada a tenté en une année, 2 années, ils ont fermé ça. Il faut dit, envoyez-moi ça. On a expérimenté ça. C'est parce que les gens sont devenus fainéants. Sinon, c'était une bonne chose. C'est pas Zoom, on fait maintenant, là. Oufo-Boye était très en avance. En 1980, au congrès de 1980 le congrès du PDC, en 1980, Oufo-Boye a dit, il a lancé le slogan « Je ferai de la Côte d'Ivoire le petit Japon ». Le Français était énervé. Le Français était énervé. Pourquoi Oufo-Boye dit ça? Chaque année après le bac, Oufo-Boye recrutait les meilleurs bacheliers dans les sciences mathématiques, physiques, chimie, pour les envoyer dans les grandes universités américaines, françaises, pour aller étudier, pour venir prendre la relève, pour préparer une jeunesse intellectuelle capable de concourir sur le même pied d'égalité, sur le même terrain, avec n'importe quel grand pays de la planète. C'était l'objectif de Oufo-Boye. Sans aucune distinction de l'Ivoirien, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, ni de religion. Quand ils ont fini le bac, il dit envoyez-moi les meilleurs bacheliers qui ont les bonnes notes là. Envoyez-moi leur liste. Ils vont aller. Faites leur passeport. Ils leur donnent le ministre. Appelle, fait leur passeport. Ils vont étudier. Il y a d'autres qui sont partis comment ça s'appelle, en France. Il y a d'autres qui sont venus aux États-Unis ici. Mon beau, un jeune Sénoufo,
brillant comme c'est pas possible. Il est venu ici, il a fait son doctorat en physique-chimie, ici. Voici ce que Oufoué a fait. Aujourd'hui, on a eu des super intelligents, des cracks comme Madou Koulibaly, comme Akembo. Aujourd'hui, Akembo, l'AS a appelé Akembo, viens nous aider à créer notre monnaie. Akembo est là-bas. Akembo, c'est quelqu'un qui ne parle pas, on ne connaissait pas. Si Gbagbo n'avait pas mis Akembo comme Premier ministre, beaucoup de personnes ne connaissaient pas, ne le connaissent. Mais ce monsieur, il était toujours parti. Il était à Abidjan, mais il enseignait beaucoup dans les universités africaines. On lui faisait appel pour venir faire des conférences. C'est ça la Côte d'Ivoire. Oufoué a atteint largement ses objectifs. Il a formé les Ivoiriens. Maintenant, les autres sont en train de déformer les Ivoiriens. Une bande de racailles mal instruits, mal diplômés, qui se pavanent sur les télévisions, sur les chaînes de télévision, pour raconter leurs ignorances, leurs mauvaises foi, leurs inintelligences comme des acquis intellectuels, pour se faire passer comme des intellectuels. Je suis docteur. Docteur de quoi? Ils viennent, ils vont citer les grands auteurs français, européens, on s'en fout de ça. Citez vos parents. Vous se donnez l'allure d'intellectuel, mais vous faites tout ce qu'ils racontent, ce sont des cotonneries. C'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vois deux grandes personnes. Et je souhaite que ces deux personnes-là soient sur le même ticket. Monsieur Awa Ndomelo et le président Tidiane Thiam. On met les deux personnes là sur un même ticket. Draman Ouattara va fuir. Parce qu'au RHDP, il n'y a pas de gens de carrure comme Awa Ndomelo. Il n'y a pas d'hommes de carrure comme Tidiane Thiam. Au RHDP réunis, il n'y en a pas. On met ces deux personnes-là sur le même ticket. Et je vais vous dire ce qui est bon. Parce que les deux personnes, ces deux personnages ont deux visions différentes. Pas différentes pour le développement de la Côte d'Ivoire. M. Tidiane Thiam, qui a passé toute sa vie dans les arcanes européennes de l'Ouest, et M. Ndomelo, qui a passé toute sa vie dans la camp politique en Côte d'Ivoire, lui, à l'hôtel, il est dans la politique ivoirienne. Il a occupé des hauts postes. Il connaît son travail. Et aujourd'hui, il est dans la canne de, du BRIC. Ça veut dire que si on met ces deux personnes à contribution, je vous dis, dans 10 ans, la Côte d'Ivoire est un pays développé. Parce qu'on a deux valeurs intelligentes, différentes, pas opposées, différentes. Deux opinions différentes. M. Thiam, M. Ndomelo. C'est-à-dire la main gauche, la main droite. La main droite lave la main gauche et la main gauche lave la main droite. Pour un projet à réaliser, pour un développement à mettre en place, les deux vont envoyer leurs différentes idées. Ils vont, mélanger, mixer leurs idées et tirer, une ligne droite. C'est-à-dire,
entre les deux parallèles, on va tirer une conclusion et vous allez voir que ce sera pour le bénéfice de la Côte d'Ivoire. Deux tels en valent mieux qu'une seule tête. Deux idées en valent mieux qu'une seule idée. Deux pensées en valent mieux qu'une seule pensée. Donc, si on met ces deux personnes sur un même ticket aux élections du 25 octobre 2025, aucun candidat, ni même Draman Ouattara, ni même lui-même, himself, ne peut pas les gagner. Et si jamais vous mettez, comment s'appelle, ces deux personnes sur un même ticket, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est debout. Toute la Côte d'Ivoire qui est debout. Et s'ils gagnent, ils vont faire, comment s'appelle, euh, 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 l'impossible pour la Côte d'Ivoire. Oui, ils vont faire l'impossible. Parce que monsieur euh, 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 Ouadomelo, il a travaillé, non seulement il a enseigné, mais il a travaillé sous les grands bâtisseurs du temps de Houphouët-Boigny. Il était un docteur des ponts et chaussées. Il a vu comment la Côte d'Ivoire est partie de rien et devenue ce qu'elle est. Parce que lui-même, il a participé aussi à la construction. Mais c'est Tidiane Thiam aussi, lorsqu'il est revenu à Abidjan, moi, je ne considère pas prudentieux, suisse. Non, non, non. Moi, ce n'est pas ça qui m'impressionne. Ce qui m'impressionne, c'est quand il est sorti tout juste de l'école, il est parti en Côte d'Ivoire, il a été ministre. Le travail qu'il a abattu avant d'être ministre, BNPTP, et ils ont travaillé, les deux ont travaillé ensemble. Ouadomelo et, comment ça s'appelle, Tidiane Thiam. Ils ont travaillé ensemble. Ils n'avaient pas de choc électrique entre les deux. Ils ont travaillé ensemble avec les mêmes visions. Et il est devenu ministre. Et on a vu ce qu'il a fait. Moi, c'est là, cette parenthèse-là qui m'intéresse. Ce n'est pas Prédit Suisse, ce n'est pas chose. C'est la capacité qu'il a démontrée pendant ce temps-là qui m'impressionne, qui m'intéresse. Donc, nous devons nous mettre ensemble. Il faut que les tonitruants, les gens qui font le double jeu avec la Côte d'Ivoire, avec les Ivoiriens, ils nous disent qu'ils sont opposants, alors qu'ils sont de jour et de nuit avec celui que nous, on va chasser là. Celui que nous devons chasser là. Comment on peut faire un travail avec eux? Moi-même, j'ai peur pour M. Tidiane Thiam, parce que ce sont des gens qui n'ont pas d'état d'âme. J'ai discuté avec un frère ici. Il est dans RHDP, lui seul. J'ai dit, mais tu fais quoi là-bas même? Il dit, ah, mais tu as l'argent. Hein? Il dit, oh, on ne nous donne rien. Il y a ceux à qui on ne donne, mais pas nous. Il dit, tu fais quoi là-bas? Il dit, au moment où on gagne les billets. Il dit, mais pourquoi? Tu es venu aux États-Unis depuis 30 ans, plus de 30 ans, je t'ai trouvé ici. Il dit, non, tu sais, si à cet âge-là, on n'a plus rien à prouver, on n'a plus rien à faire. Donc, il faut accrocher là-bas et au moins les billets qui tombent, tu gagnes un peu dedans. Ah bon? OK. Bon, c'est ça. Donc, en tout cas, dites à M. Thiam de beaucoup se contrôler. Que autour de dans cette alliance-là, comme lui-même l'a eu à dire qu'on attend à sa vie, mais chez nous, les Baoulés, c'est la manie à mon il y a Congo.
Celui avec qui vous mangez dans la même assiette, c'est-à-dire vous mettez vos deux mains dans la même assiette pour manger là, c'est lui qui te tue. Fais très attention. Les gens, tu serres la main. Les gens, tu fais des accolades sur les chaises que tu t'assois, les bouteilles, les verres qu'on te donne à boire, à manger, les gens avec qui tu manges. Il faut faire très attention. Ivoirien, au stade où on est aujourd'hui, un Ivoirien, tu dis, si ta maman elle te donne l'argent, en tout cas 99 personnes sont prêtes à tuer leur maman pour de l'argent. Donc, il faut faire très attention. Le président Laurent Gbagbo l'a beaucoup vu. Il a dit, à un moment donné, il ne pouvait pas lever sa tête, ni tourner sa tête à gauche, ni à droite, de peur qu'on ne coupe sa tête. Pourquoi il a dit ça? Donc, monsieur, on compte beaucoup sur vous. Vous êtes notre espoir, monsieur Awa Domero. En tout cas, protégez-vous. Nous voulons que ces deux personnes soient sur un même ticket aux élections de 2025 et nous allons arracher notre pays des mains des criminels, des voleurs, des hommes sans foi ni sympathie pour le peuple de Côte d'Ivoire qui sont prêts à massacrer, qui sont prêts à s'éterniser au pouvoir, même s'il faut tuer les Ivoiriens. Même s'ils font pour les voici des voleurs comme Adjoumani, des voleurs comme Amédée Kouakou, des blanchisseurs d'argent de drogue, des blanchisseurs d'argent de crimes économiques. C'est ceux-là qui se pavanent à travers la Côte d'Ivoire pour faire la campagne de Draman Ouattara. C'est honteux. Voici des gens qui devaient disparaître sous la terre. Ce n'est pas moi qui dis, ce sont les enquêteurs des services secrets français qui le disent. Pourquoi monsieur Adjoumani ne dément pas ce que ces services a dit? Pourquoi monsieur Kouassi Amédé ne dément pas ça? Ah, chers frères et sœurs, vous savez que la semaine passée, les ministres de RDA étaient ici, hein, avec la ministre, il y avait beaucoup de grandes personnalités, hein. Mais vous savez ce qui se passe? Dans ceux-là, ils ont gagné, ils ont critiqué les autres, comme ce n'était pas possible. Pour 18 milliards, ils ont fait le tour du monde. Pour des raves, je ne sais même pas, il y a eu combien de raves. Ils ont fait le tour du monde. Mais aujourd'hui, avant qu'il y ait les ministres qui sont venus là, mais ils sont allés acheter les grosses voitures. Ils sont allés acheter les grosses voitures plein. Le transitaire, là, l'homme qui envoie les bagages là. Oh, oh. Il est aux Andes. Bon, je ne vais pas dire son nom, hein. Il est dans le Bronx. Je ne vais pas dire son nom. C'est un monsieur, il fait partie des choses à Abidjan. Il fait son affaire. En tout cas, actuellement, je vous parle là. Non, son gombo est puissant. Jusqu'à même quand tu lui envoies les barriques, il faisait partie des barriques, quand tu lui envoies les barriques, il dit, oh non, pardonnez. Actuellement, là, j'ai plein de voitures, des ministres, je dois faire partie des voitures des ministres d'abord, avant de m'occuper de vos barriques. Hein? Voilà. Je ne dis pas son nom, je ne dis pas son adresse non plus parce que je n'ai rien à voir avec lui. Il n'a pas volé l'argent, il n'a pas... Les ministres sont venus s'acheter des grosses voitures, plein. Donc, il est en train de faire partie ça à Abidjan. Si c'est faux, allez-y demander aux gens du RDR. Allez-y leur demander. D'ici 45 jours, vous allez au port d'Abidjan, vous allez voir des grosses voitures sorties venant d'Abidjan, d'Amérique. Ce sont des ministres RDR. En tout cas, eux, ils ont bouffé, hein? On disait qu'au Faux-Boyen, les gens de Faux-Boyen ont bouffé, mais les gens de Bidi ont bouffé. Les gens, bon, comment ça s'appelle, les gens FPI, eux, c'est des raves des petites voitures. La première fois que j'ai vu rave, j'ai dit quoi, c'est une voiture, ça, c'est une voiture, ça? Rave, ça, c'est voiture? Ça, là, c'est voiture? C'est ça, là, les gens, on casse le tympan, là. Oui, là.
c'est des colosses, c'est des berlines. C'est ça qu'ils achètent pour aller à Abidjan. Comment ils peuvent se désengager du pouvoir qui remplit leur bouche? Comment ils peuvent se désengager du pouvoir? Ils mangent à satiété. Même papier hygiénique pour essuyer leur cuisse vient des États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas moi qui dis. Même papier hygiénique, il y en a à Abidjan, hein? Non, mais c'est ce qui vient d'Amérique, là. C'est ça, ils vont prendre pour essuyer leur cuisse. Bon, on rit, mais c'est malheureux. La Côte d'Ivoire, c'est à une tournade décisive et les Ivoiriens doivent prendre leurs responsabilités. Nous avons, comme commandant Jacques Roger le dit, taisons nos différences. C'est ce que je disais en 2010. Même si on n'aime pas le président Laurent Gbagbo, même si on n'aime pas sa gouvernance, lui au moins les Ivoiriens, votons-le et on va tirer ses oreilles. Tu ne dois pas faire ça. Tu as fait ça, c'est pas bon. Il faut changer. On va élire celui qui sera traité contre Draman Ouattara. C'est M. Thiam. Moi, ben, je vais aller tirer ces deux oreilles-là. J'ai dit, hé, tous les diables sont derrière toi. Il faut faire comme Salomon. Il faut faire comme Salomon. Je vous dis le secret de Salomon. Salomon était devenu tellement puissant. Salomon utilisait les démons pour combattre Satan. Je répète, Salomon utilisait les démons pour combattre Satan. C'est dans la Bible. Salomon utilisait des démons pour espionner les autres démons. Dans le Tia, on va te lire tous les diables qui sont derrière toi, là, qui te supportent là. Tu ne vas pas leur donner la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde entier, c'est 50-50. Si ce n'est pas 50-50, ce n'est pas la peine. Vous voyez M. Trump est en train de parler des tarifs. Vous allez payer 25%. Et les idiots des démocrates racontent du n'importe quoi. Mais ils ne vous disent pas la vérité. Donald Trump dit toutes les marchandises des pays qu'il a cités, bon, je prends le Mexique et le Canada, qui font venir leurs produits ici, que ces produits seront taxés de 25%. C'est un scandale. Les démocrates ont pris ça pour faire un scandale. Et ses ennemis pour faire un scandale. Mais est-ce que vous savez combien le Mexique taxe les produits américains qui rentrent au Mexique? Vous savez ça? Pourquoi les démocrates ne viennent pas nous dire? Vous savez combien, comment on appelle le truc là? Le Canada taxe les produits américains qui rentrent au Canada. Vous savez combien le Canada taxe? Aujourd'hui, on leur demande 25%. Ils se plaignent. Mais vous savez combien ils taxent? Quand l'Europe, l'aluminium de l'Allemagne vient aux États-Unis, c'est 9%. C'était 9% qui est taxé. Mais quand l'Amérique envoie ses produits vendre en Allemagne, en France et autres, vous savez combien on les taxe? Allez-y, demandez. Je ne vais pas vous le dire. Mais si je vous dis ça, ça va vous casser la tête. Quand un produit américain rentre au Canada, mais le tarif douanier est très élevé. Au Mexique, c'est très élevé. Pourquoi la Chine, qui fait rentrer ces choses-ci, pourquoi la Chine ne taxe pas, pourquoi Trump ne taxe pas la Chine à 25%, comme le Mexique et le Canada?
et l'Europe. Pourquoi? Parce que, les Chinois sont venus installer leurs usines ici. Les Japonais sont venus installer leurs usines ici. Donc, c'est des choses américaines. Ce sont des entreprises américaines. Et ceux qui doivent venir ici sont moins taxés par l'Amérique parce que, en retour, ce qui va en Chine, la Chine ne taxe pas fort. Mais le Canada taxe très cher les États-Unis d'Amérique. Le Mexique taxe très cher les produits américains qui vont dans son pays. L'Europe taxe très cher, alors qu'eux ne pèsent que 9%. Donc, si M. Donald Trump est en train de faire ça pour équilibrer les choses, M. Tidiane Thiam, quand vous serez président, ce sera 50-50 avec les démons qui sont derrière toi. Et si tu ne le fais pas, nous, on va te mettre au poteau. Quand on est allé essayer, quand les syndicalistes font des choses là, on dit, hey, si tu ne fais pas attention là, nous, on va te mettre au poteau. Le poteau, c'est une petite colonne en béton et autour, il y a des fils électriques. Donc, quand les syndicalistes, quand ça chauffe et que les syndicalistes, le secrétaire général du syndicat de l'ECI doit parler, on le met au poteau. Si tu fais une erreur, tu tombes dans les fils électriques et puis tu meurs. Ah, oui. Tu fais une erreur, tu tombes dans les fils électriques et puis ça te brûle. C'est-à-dire on va te mettre au poteau, allez, mets-toi au poteau. Et puis tu grimpes sur la petite colonne là, et puis les fils électriques sont à côté de toi. Et puis maintenant, tu vas parler. Tu dois défendre nos intérêts. Si tu ne défends pas lentement au poteau, une petite erreur, tu tombes dans les cordes et puis tu meurs, et puis c'est fini, on s'en t'enterrer. Tu te brûler même. Haute tension, à côté là. Donc, M. Thiam, tu es président. Tu prends la Côte d'Ivoire comme Draman a fait là, on te fout au poteau. C'est ce que les Africains doivent faire. Un président qui raconte, oui, je vais faire ça, je vais faire ça, votez-moi, je vais faire ça, et puis tu viens, tu es en train de t'enrichir. Si ce n'est pas Congo qui roule dans une voiture de 500 millions de francs CFA et qui se plaint, qui aime dénoncer qu'au temps du FPI, on donnait des raves aux filles. Ils n'ont pas nous dire le nombre de raves. Mais lui, c'est sa voiture de près de 500 millions de francs CFA là, peut acheter plusieurs raves. Plusieurs raves. Vous ne faites rien pour la population et c'est vous qui roulez dans les grosses voitures, vos maîtresses roulent dans les grosses voitures, vos enfants fréquentent dans les grandes écoles pour aller récupérer vos places parce que quand ils vont finir le diplôme, quand ils vont rentrer, eux, ils auront des postes. Et les enfants des pauvres ne peuvent pas avoir des postes malgré leur intelligence. Ah non, il faut que les Africains doivent prendre la résolution de mettre au poteau les mauvais présidents. Si tu ne peux pas tenir tes promesses, il ne faut pas venir dire un Ivoirien, une toi. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas venir dire des choses comme ça. Il ne faut pas venir dire oui, 5 000 milliards de dettes, c'est trop pour les générations présentes, futures et futures. Alors que toi-même, tu viens donner 30 000 milliards pour 5 000 milliards de travaux réalisés. Et les 25 000 milliards là, c'est où? Abemi, Warimi. Ika Molofo, Ika Moloke, Ani Warimi. Côte d'Ivoire Warimi, Ika Moloke. Il faut nous expliquer ça. Les Africains, pour que les Africains se développent, il faut qu'ils mettent leur mauvais président au poteau. Un point, un trait. Si tu ne veux pas qu'on te mette au poteau, il ne faut pas venir. Il ne faut même pas venir vouloir être président en Afrique. Ils viennent pour s'enrichir, pour détourner, pour voler. C'est tout. Mais quelquefois, ils agissent sur l'émotion et le sentiment des Africains. Ils se font comme le bon samaritain, quelqu'un qui va venir leur apporter le bien-être. Et en fin de compte,
En fin de compte, ils n'ont rien. Il faut que tout cela s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On veut des gens responsables pour prendre le destin des Ivoiriens, des Africains en main. Que les Africains au moins vivent décemment de leur richesse. Alors, vous avez vu la sur, comment ça s'appelle, l'annonce que j'ai faite. Vous avez vu ce que je vous ai envoyé comme message de ce soir. Alors, il faut que nous soyons dans ce message-là. Des points à débattre, je veux dire. Il faut que nous soyons dedans. La misère des Ivoiriens, le bilan de Draman est catastrophique, ça, on ne le dira pas assez. L'appel des évêques de Côte d'Ivoire pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive. Est-ce que vous faites confiance à la CEI?